Bonsoir. L'accord de Paris sur le climat a été validé à New York. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie de signature. À Conakry, la première dame de la République a procédé au lancement des activités du groupement des femmes de Tombolia pour la paix. Sport football, le Sili Junior prépare son match retour contre le Libéria prévu ce dimanche. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. À New York, 175 pays viennent de signer au siège des Nations Unies l'accord de Paris sur le climat. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était à la cérémonie de signature de cet important accord qui vise à limiter les gaz à effet de serre sur la planète. Sanassi Keita, envoyé spécial. En décembre dernier, à Paris, la communauté internationale s'est mobilisée pour adopter le premier accord universel sur le climat. Ce 22 avril 2016, 175 pays se trouvent ici, à New York, au siège de l'ONU, pour signer cet accord de Paris. Le texte engage ses signataires à limiter la hausse de température bien en deçà des 2 degrés Celsius et à poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degré Celsius. Mais la signature n'est qu'une première étape. L'accord n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié, ce qui pourrait intervenir dès 2017. Un moment historique. C'est en ces termes que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué le nombre record de pays ayant signé l'accord sur le climat, ici à New York, négocié en décembre dernier, dans la capitale française. Jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. Je félicite tous les pays qui signent ce matin. Le président français a été le premier à signer cet accord. François Hollande a appelé l'Union européenne à ratifier l'accord de Paris avant la fin de l'année et insisté sur la nécessité de fixer le plus vite possible un prix pour le carbone afin d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, nous avons fait en sorte que le meilleur soit possible. Continuons à écarter tout ce que le pire est capable de détruire, c'est-à-dire le bien le plus précieux, celui dont nous avons hérité, celui que nous devons entretenir, celui que nous devons porter au-delà de nos propres vies et qui s'appelle l'humanité. Il faut aider les pays en développement à faire la transition vers des énergies propres et s'assurer que les pauvres et les plus vulnérables ne souffrent pas davantage d'un problème qu'ils n'ont pas créé. Renchérit le président français. Une volonté appréciée par le porte-parole des 55 pays africains pour les énergies renouvelables. Cette volonté des 54 pays africains, dont je suis le porte-parole pour les énergies renouvelables depuis le 31 janvier 2016, doit se faire dans la continuité d'un partenariat efficace, transparent, traçable et évaluable avec la solidarité internationale, à commencer par l'Europe et les États-Unis. Il doit aussi s'étendre aux 15 autres pays, certes plus petits, mais qui sont dans la même situation que l'Afrique. Leonardo DiCaprio, grand cinéaste américain qui s'illustre également pour la sauvegarde de l'environnement, est aussi présent à ce rendez-vous de New York. La prochaine ville qui accueillera la conférence sur le climat en mois de novembre prochain est Marrakech, la ville touristique du royaume chérifien. En marge de ces travaux de finalisation de l'accord de Paris sur le climat, professeur Alpha Condé a eu des rencontres bilatérales, notamment avec son homologue français François Hollande. Plusieurs questions ont été abordées par les deux hommes d'État, parmi lesquelles la mise en œuvre du programme d'électrification de l'Afrique, la paix et la sécurité. Le compte rendu d'audience, c'est avec Fatoumata Samoura, notre correspondante basée à New York. Sur le climat, ici dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État rencontre le président français. Professeur Alpha Condé et François Hollande échangent ainsi sur des sujets brûlants du moment, tels que le changement climatique, le terrorisme, la sécurité et l'électrification du continent africain.
ce vaste programme qui, au finish, va fournir de l'énergie solaire à 54 pays du continent. Pour le président Hollande, la réduction du taux de réchauffement de la planète au-dessous de 2 degrés Celsius passe aussi par la production d'une énergie propre et durable. En sa qualité de porte-parole des chefs d'État africains pour les énergies renouvelables, professeur Alpha Condé a dit toute sa disponibilité et sa détermination à mener à bon port ce programme continental. L'on se rappelle que c'est à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, que professeur Alpha Condé a été choisi par ses pairs pour non seulement gérer cet ambitieux programme, mais aussi porter leur voix auprès de la communauté des bailleurs de fonds. Cette confiance, le président Condé la doit au fait qu'il a réussi en 3 ans seulement à construire le barrage hydroélectrique de Kaleta. Et présentement, un autre est en cours de construction, celui de Swapiti. Aussi, dans un passé récent, le rôle de leader qu'il a joué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les pays du bec du perroquet, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. La Guinée au rendez-vous du numérique. L'on se rappelle, depuis 2013, notre pays est connecté à la fibre optique. Aujourd'hui, les travaux de déploiement du câble se poursuivent à l'intérieur du pays. Déjà, 350 km du territoire sont à présent reliés par la fibre optique. Conakry et Mamou sont pour le moment les 2 villes prioritaires. Reportage Bernard Tanguino, Momod Salouba. Qualifiée de l'autoroute de l'information, la fibre optique est arrivée sur le sol guinéen en 2013. Elle doit relier l'ensemble du territoire du pays sur une distance d'environ 4000 km. Les travaux sont confiés à l'entreprise chinoise Huawei Technologies sous le contrôle de la société de gestion et d'exploitation du backbone. À ce jour, Conakry et Mamou sont les 2 villes prioritaires. Conakry Mamou est devenu une priorité pour la simple raison que les opérateurs de téléphonie qui seront nos clients demain, leur trafic passe par là à 75%. Donc, au lieu de faire les tranchées Conakry Mamou, nous avons estimé qu'on peut faire par aérien pour aller vite. Par aérien, nous sommes obligés alors d'utiliser les câbles électriques de Garafiri ou de EDG. Et j'espère qu'en janvier 2017, au moins, le tronçon Conakry-Mamou sera ouvert. Pour mener les travaux, plus de 1500 ouvriers sont déployés à travers le pays. Aujourd'hui, 350 km du territoire national sont traversés par le câble numérique. L'arrivée de la fibre optique dans les différentes localités du pays permettra d'améliorer la qualité de la communication et la réduction du coût de la téléphonie en Guinée. Dans la nouvelle technologie, dans le monde actuel, plus on crée, plus c'est performant, moins c'est cher. Les différents opérateurs paieront leur téléphonie, paieront leur Wi-Fi, paieront leur Internet, paieront la radio, paieront la télévision. Vous vous rendez compte ce que ça fera comme manne financière pour l'État. La réalisation de ce projet est cofinancée par la Chine et la Guinée à hauteur de 238 millions de dollars américains. La fin des travaux va favoriser l'accès à Internet à haut débit et à moindre coût sur l'ensemble du territoire national. Et puis le Conseil national du patronat guinéen a tenu son congrès électif. Elhadj Mamadou Sylla, après 18 ans à la tête de cette entité, passe le pouvoir à Ansoumane Kaba, connu sous le nom de Kaba Guiter. Les membres des 25 fédérations patronales l'ont à l'unanimité élu à la tête du patronat guinéen. Elhadj Mamadou Sylla, lui, a été désigné président d'honneur. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. La première dame de la République a procédé au lancement officiel des activités du groupement des femmes de Tombolia pour la paix. Des dames qui s'engagent aussi à participer au développement socio-économique de leur quartier. Ali Badra Kondé. Elles se sont fortement mobilisées, ces femmes venues des 37 quartiers de la commune de Matoto.
Elles prennent part au lancement officiel des activités entreprises par le groupement des femmes de Tombolia pour la paix. Créé en 2014, ce groupement entend participer au développement socio-économique de la localité. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ce moment solennel pour traduire la joie profonde qui anime les braves femmes de notre association en vous recevant à cette cérémonie de lancement officiel de nos activités. À l'instar des 37 quartiers de la commune, Tombolia compte de nombreuses associations féminines qui pratiquent des activités variées et participent activement aux efforts de développement communautaire. La dernière en date est celle qui va être lancée tout à l'heure sous votre haute autorité et qui est baptisée Groupement des femmes de Tombolia pour la paix. Ce groupement évolue dans la saponification, la teinture, le commerce et l'assainissement. C'est pourquoi la première dame de la République s'est engagée à accompagner cette structure dans la réalisation de ses projets. Le président de la République nous a poussé à faire, que les femmes se donnent la main, se forment en groupement, en coopérative pour créer des activités génératrices de revenus. Voilà. Pour l'autonomisation de la femme, pour que la femme puisse s'assumer, prendre sa famille en charge. Vous êtes sur la voie, merci pour cela, merci à mes sœurs. J'espère que vraiment votre initiative sera copiée un peu partout. La femme est considérée comme le baromètre de la société. Son émancipation demeure une préoccupation majeure pour les autorités de la Troisième République. Pour toucher du doigt des réalisations de ce groupement, la première dame de la République a visité différents stands où sont exposés des produits divers. Les travaux de l'Assemblée générale du PROJEG se sont achevés à Kindia. Pour ces 3 dernières années de programme, les efforts seront concentrés sur des thématiques, dont celle sur la place de la jeunesse et des femmes au sein de la société civile et leur implication dans les prises de décision pour un meilleur développement du pays. Les détails avec Makale Souma. Dans les communautés, les jeunes et les femmes sont souvent en marge des grandes décisions qui concernent le développement de leur localité. Et pourtant, ils sont parmi les plus actifs et surtout porteurs d'avenir. Ces femmes du quartier de Yewole à Kindia se sont constituées en groupement depuis plusieurs années. Elles pratiquent la teinture pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce sont elles qui supportent les plus grandes charges, mais ce sont également elles qui sont les moins consultées et les moins impliquées dans les grandes décisions de développement. Parfois on nous appelle, mais la plupart du temps, nos voix ne sont pas prises en compte, même si nous avons de bonnes propositions. Cela a toujours été comme ça. La place de la société civile est essentielle dans le développement, mais cette société civile doit faire de la place aux jeunes et aux femmes de façon à les impliquer dans la construction des programmes de développement. Même si des femmes sont consultées, elles ne sont pas aussi nombreuses que les femmes qui sont en train d'exercer des activités au niveau de Koya. Parce que ici, leur voix ne compte pas. Pour corriger cet état de fait, les acteurs du projet ont signalé l'importance d'intégrer les jeunes et les femmes de façon à préparer la sortie du projet. D'où la thématique « Place des jeunes et des femmes au sein de la société civile ». Très peu de jeunes et de femmes sont mises à des postes de responsabilité dans les organisations et sont acteurs des décisions. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble à la façon dont on peut faire, à la façon dont on peut mettre en place des dispositifs qui vont permettre à ces jeunes de devenir acteurs ou à ces femmes de devenir actrices et de prendre part aux grandes décisions de la société. En plus de cette thématique dédiée aux jeunes et aux femmes, une autre thématique est en débat. Celle sur le rôle de la société civile en période électorale afin de proposer une... L'ONG West African pour le développement communautaire vient d'appuyer 35 groupements de la préfecture de Macenta, des groupements qui évoluent dans la culture du manioc, de la banane et du maïs. Cependant, ils rencontrent des difficultés. Reportage Moussa Bangoura. Les activités agricoles se multiplient dans les localités de Macenta. Après le passage de l'épidémie Ebola,
Les veuves et les femmes en situation difficile se retournent pour le travail de la terre. Avec le soutien de l'ONG West Africa pour le développement communautaire, ces femmes ont réalisé plusieurs hectares de champs, de manioc, de bananes et de maïs. Je suis très content pour l'ONG West Africa. West Africa est venue pour nous aider. Elle est venue pour nous aider, les veuves. On nous a dit de faire les champs et nous sommes prêts à travailler. On a fait les champs de manioc. Ce qui nous a surtout impressionnés, c'est que l'ONG n'évolue pas à la périphérie même du chef-lieu, de la préfecture. Nous sommes allés jusque dans les derniers villages entre la Guinée et le Libéria. La lutte contre l'insécurité alimentaire en région forestière est le cheval de bataille de cette ONG. Plus de 35 groupements féminins sont représentés dans 34 localités de Massanta. On a presque 2400 femmes et 600 hommes qui sont avec les femmes pour les encadrer et pour les assister au niveau de l'agriculture. Plus de 800 hectares de domaines sont aménagés par l'ONG West Africa. Développement local, le conseil administratif préfectoral de Mali a tenu sa première session ordinaire. À l'issue des travaux, un budget de 500 millions de francs guinéens a été adopté au titre de l'exercice 2016 dans le cadre du développement socio-économique de la préfecture. On en sait plus avec Ousmane Ba. Dans la préfecture de Mali, élus et responsables administratifs à pied d'œuvre pour assurer un développement à la base. Un budget de plus de 500 millions de francs guinéens est adopté au compte de l'exercice 2016 à la faveur du conseil d'administration préfectoral. Une occasion pour faire le bilan des activités de 2015 et projeter des perspectives pour l'année en cours. À tous les niveaux, il y a eu des efforts qui ont été consentis durant l'année 2015. Des réalisations importantes ont été faites dans les différentes collectivités. Donc c'est un motif de satisfaction qui constitue pour nous un levain pour s'engager davantage pour le développement de la préfecture de Mali. Principal défi à relever, l'état de dégradation de la route Mali-Labé, distante de 120 km. Partout ailleurs dans la préfecture, les problèmes des infrastructures routières se posent. Et toutes les collectivités ont souligné dans leur rapport que les problèmes des routes ils demeurent entiers. Si je prends l'exemple de la route entre Mali et Labé, ça constitue la préoccupation essentielle des populations de Mali. L'état de dégradation très poussé de cette route-là, qui constitue le lien entre nous et le reste du pays. Selon les autorités préfectorales de Mali, près de 200 infrastructures de base ont été réalisées au cours du premier mandat du professeur Alpha Condé. Parmi les ouvrages, 40 écoles, dont 3 collèges, 5 centres de santé et 7 mosquées en construction. La CENI continue son programme d'installation de ses démembrements. À Dubrika, la liste est close. Le consensus est trouvé au sein de l'opposition. Tous les partis politiques se retrouvent dans la commission électorale préfectorale indépendante. Tout est donc fin prêt pour l'installation des CEPI et CESPI. L'occupation anarchique de la voie ferrée et ses conséquences préoccupent la société Russal Sebeka et son partenaire, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Une campagne de sensibilisation est menée à cet effet depuis plusieurs années à Conakry et le tour a été joué ce matin au groupe scolaire Fidel Castro qui a reçu la mission de sensibilisation. Les précisions avec Habib Thiam. Pas de cours ce samedi au groupe scolaire Fidel Castro de Dar es Salaam. À l'appel de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, élèves et encadreurs se font l'écho des dangers liés à l'occupation anarchique de la voie ferrée. Des esprits alertes y travaillent déjà, comme dans cet établissement. Notre école est située au bord des rails. Donc chaque matin, on les rappelle autour du mât et dans les salles de classe pour que les enfants évitent le maximum
de jouer au bord des rails. Nous-mêmes, cette année, nous avons voulu organiser un tournoi ici, mais vu que vraiment le terrain était à la proximité des rails, nous étions obligés d'annuler le tournoi, chercher un terrain ailleurs. À Conakry, la population est déjà complice d'une voie ferrée qui résiste aux défis de l'urbanisation. Face à cette cohabitation presque impossible, une solution durable s'impose. Le Conakry est rempli aujourd'hui. On a plus de 3 millions d'habitants. En 1972, on n'avait que 500 000 habitants. Aujourd'hui, c'est parti 6 fois. Donc si les rails traversent encore Conakry, ça va causer beaucoup de dégâts. Pour l'heure, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence renforce son programme de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée. Elle en est cette année à sa 5e édition. Les élèves ont pu me dire les différentes formes d'occupation anarchique. À travers d'aujourd'hui, ils ont su qu'on ne jette pas les ordures sur les rails, on ne s'assoit pas sur les rails, on ne marche pas sur les rails. Donc ça a été un message et je les ai demandé de multiplier cette campagne de sensibilisation aussi au niveau de leur base, et je veux dire au niveau de leur famille. Par cette action, Roussal Sebeka et son partenaire de circonstance espèrent sonner le glas à l'occupation anarchique de la voie ferrée. La campagne est active durant toute l'année, depuis le port minier jusqu'à Kouria, dans la préfecture de Koya. Les consultations nationales sur le mécanisme de réconciliation nationale viennent de prendre fin. L'opération consistait à recueillir les points de vue de chaque Guinéen sur le sujet. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, fait le bilan de la campagne au micro de Sayoun Keita. Chers compatriotes, les opérations ont permis de réaliser 4 898 enquêtes quantitatives, soit 109% de nos prévisions. 732 interviews individuelles, soit 102% de nos prévisions. 104 focus group, soit 97% de nos prévisions. Et 56 rencontres communautaires, soit 102% de nos prévisions. Un comité consultatif composé d'experts nationaux de haut niveau a été également mis en place avec pour mission de travailler sur 3 thématiques. Premièrement, l'analyse des faits historiques de violence et de conflits en Guinée et leur incidence sur la cohésion sociale. Deuxièmement, le phénomène partisan et le fait ethnique en Guinée. Et troisièmement, l'état des lieux des efforts de réconciliation nationale et les mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans notre pays. Monseigneur Vincent Koulibaly au micro de Sayoun Keita. C'est sous le thème « Le livre, mine, énergie et développement communautaire » qu'ont été lancés simultanément ce samedi la Journée mondiale du livre et la 8e édition des 72 heures du livre, une initiative de la maison d'édition et de distribution Harmattan Guinée, mais aussi une occasion pour les compagnies minières de proposer leur propre politique en matière de gouvernance minière. Un double événement présidé par le Premier ministre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, la délégation CAF-FIFA séjourne en Guinée depuis vendredi. Objectif, trouver une solution à la crise qui sévit au sein de la Fédération guinéenne de football. Reportage, Fatoumata Matiza Souma. Aussitôt arrivé, le Camerounais Prosper Abega de la commission juridique de la CAF ainsi que l'Italien Carvalho Primo de la FIFA ont eu des échanges avec le ministre des Sports Sia Kabari. En tant que ministère responsable, la mission a voulu d'abord nous rencontrer et entendre notre son de cloche et écouter notre cri de détresse avant d'aller rencontrer les autres acteurs de la crise en vue de trouver une solution idoine à cette crise qui ne fait que perdurer.
Vous savez, on ne vous apprend pas que le football est bloqué dans notre pays, le championnat est arrêté, et toutes les composantes du football se sont mêlées à ce conflit. C'est donc impérieux et même impératif pour que très rapidement nous puissions sortir de cette crise pour que le ballon commence à rouler dans notre pays. Au siège du Comité national olympique et sportif guinéen, la délégation a échangé avec les responsables de cette institution. C'est ce que nous avons dit à la délégation. Nous voulons une réconciliation entre les membres de notre fédération guinéenne de football. A rappelé que les émissaires de la CAF et de la FIFA ont rencontré les deux parties cet après-midi au siège de la Fédération guinéenne de football. Et puis le Sili Junior prépare son match retour contre le Libéria. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans. Ce samedi, le ministre des Sports a assisté aux derniers préparatifs de ce match prévu ce dimanche. Reportage Kadiatou Traoré. Facile vainqueur du Libéria à Monrovia au match aller il y a 3 semaines, Mandu Diallo et ses poulains sont à 2 doigts de la qualification pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Malgré cet avantage, les juniors guinéens n'entendent pas croiser les bras. Ils promettent de rester concentrés dans le match pour parer à toute surprise désagréable. Le fait qu'on a gagné 2-0 à Monrovia, les gens pensent que c'est fini. Et la surprise peut se produire au stade de 20 septembre qu'on a créé le dimanche. Aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie d'imposer l'impact physique derrière et que vraiment avec beaucoup de vivacité devant pour que franchement qu'on essaie de mettre le ballon au fond de filet. L'infirmerie n'est pas vide pour autant, mais le médecin de l'équipe rassure. Et on n'a pas objectivé d'abord jusqu'à nos jours, à moins qu'il n'y ait d'éventuels cas de blessure avant le dimanche. Je ne le souhaite pas. Donc aucun cas de blessure nous a été pour l'instant signalé. Pour le ministre en charge des sports, venu serrer la main des joueurs en signe de soutien, affirme que toutes les dispositions ont été prises par son département pour une meilleure préparation de l'équipe. Le match sera synonyme de qualification. C'est ça l'espoir de tout le peuple de Guinée. Nous, en tant que département en charge des sports, nous avons mis tout le paquet sur le plan technique, mais sur le plan aussi de la condition des joueurs, de telle sorte que les joueurs puissent se sentir dans une certaine sérénité pour affronter ces matchs du dimanche 24. Le match est donc prévu demain dimanche à 17 h au stade du 28 septembre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.